Vue de chez nous, une émission proposée par les élèves de l'atelier radio du lycée Jeanne d'Arc de Pontivy pour Radio Progenet. Vue de chez nous. Bonjour à tous et bienvenue en Vue de chez nous. Vue de chez nous. Vous écoutez Radio Progenet sur le 92.6, le 97.3, le 94.8 et le 101.7. Avec moi aujourd'hui, Owen, Charlène, Kelvin, Héloïse, Valentine, Hugo, Fleur, Antoine, Margot, Anaïs, Maëlène, Hugo, Soisic-Perrault et Louis, ça fait du monde. Aujourd'hui, nous allons aborder les élections présidentielles françaises qui auront lieu en mai 2017. Pour les auditeurs qui seraient perdus, nous allons tenter de présenter les candidats et leur programme. Soisic-Perrault, vice-présidente Les Républicains du conseil départemental du Morbihan et candidate aux législatives, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Dans la deuxième partie de Vue de chez nous, une critique du film Wolverine, les sorties culturelles de la philosophie et des jeux. Bref, encore une émission très chargée. Nous sommes ensemble pendant 1 heure. Vous écoutez la 11e émission de Vue de chez nous. C'est parti. Et vous pouvez bien sûr réagir à cette émission sur les réseaux sociaux, hashtag VDCL. Plus fort, Jean. VDCL. Voilà. Twitter, Instagram, Facebook. Merci Hugo. Et je vous préviens, pour le débat, nous ne sommes pas tous d'accord, alors le débat va être très très intéressant, restez bien avec nous. On parle des élections législatives dans un instant avec Soisic-Perrault, mais avant, que s'est-il passé pendant ce mois de mars ? Comment va le monde, Owen ? Moi, ce qui m'a marqué, c'est les élections législatives, je crois, aux Pays-Bas. Alors moi, ce sera l'engouement que apporte la marche pour la 6ème République. Avec Jean-Luc Mélenchon. Exact. Moi, c'est le Paris Saint-Germain qui a été éliminé par le FC Barcelone 6-1. Merci, donc encore dans le sport, Kelvin. Tu auras une chronique sportive tout à l'heure. Oui. Alors moi, c'est le drame de la famille Troadec qui m'a marqué. D'accord, donc un fait divers marquant. Oui. Moi, c'est Sébastien Détrémaux, je sais pas si je prononce bien, qui a en fait le dernier skipper du Vendée Globe à avoir franchi la ligne d'arrivée. Il a du courage quand même. Oui, bah, surtout quand on s'est pété 2-3 côtes, qu'on est en pleine mer tout seul pendant 3 mois. D'ailleurs, sa première réaction, c'était « j'ai été coupé du monde, la seule chose que j'ai appris, c'est que Trump était président et Fillon était dans la merde. » Voilà. Que du bonheur. Voilà. Fleur. Alors moi, ce qui m'a marqué, c'est la tempête aux États-Unis. Et il y a eu aussi également la tempête Zeus en Bretagne. Ah oui, également. Moi, ce qui m'a marqué, c'est la visite de Macron aujourd'hui à Angela Merkel à Berlin. Et c'est le deuxième candidat de ces présidentielles à rencontrer Merkel. Moi, c'est la jeune trisomique qui a présenté mardi la météo sur France 2. Et qui a fait une très belle performance. Exactement. Maëlène ? Alors moi, c'est le Salon de l'Agriculture qui s'est passé du 25 février au 5 mars 2017. Qui est également le rendez-vous des candidats à l'élection présidentielle, le Salon de l'Agriculture. Oui. Il n'y a que Jean-Luc Mélenchon, je crois, qui n'y est pas allé. Oui. Alors moi, ce qui m'a marqué, c'est la destitution de la présidente sud-coréenne. Merci. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est la petite fille qui est décédée à Brest ce matin d'une méningite, tout simplement parce qu'il n'y a aucun vaccin contre cette maladie. Merci à tous. Moi, il y a également une information qui m'a marqué ce mois-ci. Vous en avez sans doute entendu parler puisqu'il a fait plus de 5500 vues sur Facebook. Il s'agit bien sûr du Jazzy Show. Bien sûr, c'est le Jazzy Show, la soirée musicale du lycée Jeanne d'Arc Saint-Yvi qui a rassemblé le 9 mars les élèves autour de la musique. Mais vous vous demandez sûrement ce qu'un événement comme celui-ci peut apporter aux élèves. Oui, on se le demande tous. Ils vous répondent. Une façon pour les petits groupes ou les gens qui veulent s'amuser à faire de la musique, à passer une bonne soirée sur une vraie scène. Une ouverture d'esprit et aussi montrer un peu le lycée et ce que font les élèves, de partager. La journée musicale, c'est une journée où on peut essayer de montrer ses talents et faire de son mieux pour essayer de chanter et de faire plaisir aux autres. Ça prouve qu'il y a quand même des talents qui sont soit cachés ou pas par rapport dans le lycée. Ça fait plaisir à tout le monde et ouais, c'est cool, c'est sympa, moi j'aime bien. Pour s'amuser, là on peut chanter, on peut se libérer en fait, décompresser tout ce qu'on a, nos études et tout. Ça montre que les jeunes élèves de Jeanne d'Arc Saint-Yvi ont du talent. Ça permet de rencontrer de nouvelles personnes aussi. Du bonheur et de l'espoir pour les gens qui nous écoutent. Parce qu'on aime bien faire sourire les gens, du coup on chante. Cette soirée c'est merveilleux pour nous. Je
vais chanter ce soir parce que j'ai envie de partager ce que je fais et partager ma passion. Enfin, ça permet de mettre en valeur des élèves s'investissent autre part que dans le milieu scolaire, dans le milieu artistique, quoi. Pour les sportifs, il y a l'AS, ils font des compétitions, alors pourquoi pas faire quelque chose pour les musiciens. C'est une belle occasion de montrer notre talent et de partager aussi avec tout le monde notre passion. Ouais, puis c'est surtout notre dernière année, comme on est en terminale, du coup c'est vrai que c'est sympa de faire une soirée musique, il y a tout le monde, c'est toujours une super ambiance, donc c'est vrai que c'est sympa. Hugo ? C'est marrant parce que on t'a bien vu présenter le Jazzy Show, mais le lendemain pour débarrasser les tables, j'étais là et je ne t'ai pas vu. Alors t'as peut-être des explications à donner là-dessus, Alexandre ? Aucun commentaire. Du bonheur et du partage donc, mais pourquoi un lycée a-t-il intérêt d'organiser une soirée consacrée à la musique ? Fabrice Fonte, conseiller principal d'éducation, et David Le Bourlot, professeur de musique, répondent pourvu de chez nous. Alors le principe, c'est de montrer un peu les talents qu'il y a dans le lycée, valoriser le travail d'une presque une année de répétition, de réunion, de concertation, de montage de spectacle. Donc c'est le résultat d'une belle année de travail et puis de plaisir qu'on a eu à travailler ensemble. Alors c'est aussi un moyen de montrer les talents de Jeanne d'Arc et de Saint-Yvi. On a des élèves musiciens sur les deux sites et donc cette journée-là, on réunit tout le monde et il y a aussi le côté convivial de la journée où tous ces jeunes se retrouvent tous ensemble pour une passion commune et puis là voilà, on passe la journée ensemble à monter, à faire tous les répétitions, à faire le filage du spectacle, et puis ce soir la grande soirée ouverte au public. Alors les musiciens, les techniciens, les présentateurs du spectacle. Oui, c'est un spectacle qui a été mûri, travaillé et toutes les compétences sont bonnes sur ce spectacle-là. On les utilise comme il faut, je pense. Et tout le monde a sa place. Et les professeurs avec la chorale cette année. C'est une façon de valoriser les talents et puis de voir un peu aussi. On est perçu adultes nous différemment et nous on vous perçoit différemment aussi en tant qu'élèves. Et cet échange-là, il est bien parce qu'on est sur le même rapport là. On est sur un pied d'égalité sur le spectacle, on a tous une tâche, il n'y a pas de rapport hiérarchique particulier et chacun y met du sien. Et ce rapport-là, franc, direct, il facilite beaucoup je pense que déjà, les barrières, elles tombent un petit peu. On a plus de facilité à aller voir la personne parce qu'on l'a rencontrée dans un autre cadre. On peut aller lui parler, il n'y a pas la barrière, l'appréhension d'aller voir la personne. Un enseignant qui joue avec vous, c'est un enseignant après avec qui on peut poser des questions, avec qui on peut s'entretenir. Un CPE avec qui on a monté un spectacle, on peut aller le voir quand il y a des choses qui vont pas ou quand on a un souci. Le rapport humain, il est plus facile après. Oui, c'est vrai que c'est vraiment très intéressant de pouvoir monter un tel spectacle parce que là, il y a du son, il y a de l'image, on travaille aussi la présentation pour vous aussi. Et donc je pense que c'est vraiment un beau projet et tous les établissements non plus ne font pas cet effort-là et ce travail-là de permettre aux élèves et aussi aux enseignants cette année de participer à une telle opération, quoi. De pouvoir se révéler, de les voir sur un autre jour. Et puis là, on est tous réunis pour une passion commune, la musique et l'image en plus parce qu'on passe de la vidéo, on passe de l'image et on passe du son. Et il y a vraiment, c'est aussi l'importance du travail des équipes où on se rend compte qu'on a besoin de tout le monde. S'il y avait que les musiciens, ils pourraient pas jouer grand chose parce qu'on a besoin des techniciens et les techniciens, ils ont besoin des musiciens et en plus après on a besoin aussi d'avoir des gens qui s'occupent de l'image pour mettre en valeur le son, quoi. Donc là oui, on est vraiment sur un travail d'équipe et ça c'est très intéressant. On a besoin de travailler sur la communication puisqu'on va travailler sur les réseaux sociaux avec on l'espère une diffusion en direct qui va bien marcher. Donc il y a aussi tout ce travail de communication qu'on peut faire derrière pour valoriser le travail, démultiplier un peu l'action, montrer un peu l'action qu'on a montée et la montrer. Et surtout, on a pensé aux internes qui sont loin de leur famille et on s'était dit que c'était une bonne solution de la diffusion en direct du spectacle. C'est un moyen pour les parents, les grands-parents s'ils sont connectés, de pouvoir suivre leurs petits-enfants ou leurs enfants en direct ce soir. Donc on est content qu'on puisse monter ce genre d'opération. Non, je crois qu'on a tous pris beaucoup de plaisir et nous comme les élèves à y participer. D'accord. C'est le principal. Du plaisir. Voilà. Avant tout du plaisir. C'est en tout cas une belle soirée entre musique et bonne humeur qui s'est déroulée à l'amphithéâtre du lycée Jeanne d'Arc. Vous pourrez retrouver des morceaux enregistrés lors du spectacle dans cette émission. Nous écouterons même tout à l'heure Résistance repris pendant cette soirée. Et vous pouvez aller voir le spectacle entier sur la page Facebook lycée Jeanne d'Arc Saint-Yvi. On reste dans l'actualité, il y a un personnage qui vous a marqué ce mois-ci, Owen. Effectivement, alors je vous laisse le deviner. Est-ce que c'est un homme ? Oui. Un homme français ? Oui. Un politique ? Oui. Est-ce qu'il a plus de 50 ans ?
Oh, je pense, oui, quand même. Bah, un politique de moins de 50 ans en même temps, Oui, c'est difficile. Hein. C'est assez rare. Notre invité, c'est pas très sympathique. Ouais. Kelvin a une idée, peut-être? Est-ce qu'il y a des problèmes avec la justice? Non, je crois pas. Je pense pas. Un politique qui n'a pas de problème avec la justice, c'est rare aussi. En tout cas, pas ouais. officiellement. Un homme français politique de plus de 50 ans qui aurait pas de problème avec la justice. De quel bord politique? Plutôt les Verts. Plutôt les Verts. Yannick Jadot. Yannick Jadot, c'est lui. C'est celui-ci, exactement. C'est bien, c'est le seul que je connais. Donc. Alors c'est bien parce que dans cette émission, c'est la deuxième fois qu'on fait le caisse de l'actu avec Yannick Jadot. La dernière fois, c'était déjà Yannick Jadot. Je crois qu'on aime bien les Verts. Hein. Allez, nous parlons aujourd'hui des élections présidentielles et des élections législatives. Et nous avons le plaisir d'accueillir dans nos studios Soazic Perrault, vice-présidente Les Républicains du conseil départemental du Morbihan et adjointe à la mairie de Pontivy chargée de l'éducation, de l'enfance-jeunesse, de la vie étudiante et de la restauration. J'ai tout bon? Vous avez tout bon. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement? Bah écoutez, d'abord je suis ravie de votre invitation. Je suis à l'aise en fait au milieu des jeunes comme vous, des jeunes intéressés, très vifs. Me présenter, c'est rapide. Effectivement, j'ai entendu. Je cumule les fonctions, mais en fait, je suis dans une vie très active, une vie militante, engagée au service de tous, au service d'un territoire. C'est aussi, d'ailleurs, même mon slogan de campagne pour les élections législatives où je suis candidate. Je suis d'abord engagée, bien sûr, dans l'élection présidentielle aux côtés du candidat François Fillon. 10 ans que je suis à ses côtés et donc pour cette grande bataille pour la France. Et pourquoi vous avez décidé de vous présenter aux législatives? C'est une question difficile, mais... Alors, on ne décide pas, évidemment, c'est un choix personnel, c'est un engagement personnel. Ça veut dire, la politique, c'est aussi un sacerdoce, hein, parce que ça veut dire du 7 jours sur 7, 7 jours sur 7, oui, du dimanche au lundi et du lundi au dimanche, tout le temps. Hier après-midi, j'étais avec ma fille et à chaque fois que je m'arrête quelque part, à chaque fois, on me pose une question, soit sur la vie municipale, soit sur la vie nationale. Et ma fille m'a fait la réflexion, tu n'es pas fatiguée d'entendre tout ça? Et non, parce que la politique, c'est aimer les gens. C'est aimer les gens, les écouter, accepter aussi d'être critiqué, d'être regardé, mais aimer pouvoir avancer et construire. Donc vous avez décidé de vous présenter aux législatives parce que vous aimez les gens? Oui, en quelque sorte, mais en fait, on ne décide pas parce que je suis dans un parti, les Républicains. C'est aussi le résultat d'un parcours. Je sais que quand on est à droite, j'utilise souvent l'expression, on aime bien que les trains partent à l'heure. Il y a un cadre et il y a une façon de faire. Donc, j'ai reçu l'investiture de ma famille politique pour pouvoir avancer. D'accord. Est-ce important pour vous d'être sur le terrain, aux côtés de vos électeurs ? Évidemment, et c'est là où je réponds à la question sur le cumul des mandats, parce que l'engagement local est très important sur le plan national. Comment voulez-vous pouvoir demain réformer la France si vous ne connaissez rien, si vous n'avez jamais été élu, si vous ne savez pas ce que c'est que d'être présent et d'avoir la critique populaire omniprésente. Mais on vous le reproche, ça, souvent, d'être un petit peu partout ? Alors est-ce que vous le prenez mal ou c'est plutôt positif pour vous d'être partout, entre guillemets ? On dit souvent parler de moi en bien, en mal, mais parler de moi. Mais on reproche parfois aux élus d'être trop éloignés de la réalité. Et de l'autre côté, mais c'est le paradoxe finalement. Vous faites blanc, on veut noir. Vous faites noir, on veut blanc. Finalement, l'élu, moi je fais mon travail, donc je vois pas ce qu'on me reproche. Donc vous êtes enseignante dans un lycée professionnel à Loudéac. Est-ce que vous continuez à enseigner pendant cette campagne ? Oui, c'est difficile. Je continue à enseigner le lundi, donc avec des élèves de seconde. J'enseigne le droit. Et puis des élèves de troisième, prépa pro, PP. Donc des jeunes qui sont en recherche d'orientation professionnelle. Et donc c'est un peu difficile parce qu'il faut raccrocher à chaque fois, tous les lundis, chaque wagon. Et on est dans des milieux différents. Mais c'est aussi une expérience très importante pour mon engagement politique. Et est-ce que vous continuerez à enseigner si vous êtes élu député ? Ah non, je ne pourrais plus. J'ai pris l'engagement que si j'étais élu, je démissionnerais de la fonction publique. D'accord. On va s'intéresser d'un petit peu plus près à votre programme.
Vous avez dit lors de vos vœux le 26 janvier dernier, que la famille sera le socle de votre engagement. Est-ce que vous pouvez nous préciser ces propos ? Alors, la famille, le socle de mon engagement, évidemment, d'abord parce que je suis issue d'une famille nombreuse. Nous étions 4 à la maison, dans une famille d'agriculteurs. Aujourd'hui, je suis aussi maman de 4 enfants, 5 cette année, parce qu'on accueille pour une année une jeune fille à la maison, une jeune norvégienne. Voilà, pour moi, c'est important parce que la famille, c'est le socle de base de la société. En fait, c'est important pour moi d'avoir cette base indispensable. Et on le voit aussi, les difficultés qu'on rencontre aussi en tant qu'enseignante. Parfois, c'est aussi parce que des jeunes subissent des situations familiales compliquées. Alors un autre pilier de votre programme, c'est la campagne, l'espace rural. Comment voulez-vous lutter contre la mort des campagnes ? La mort des campagnes, le mot est fort. Alors c'est vous. Moi j'ai repris un mot que vous aviez utilisé, la mort des campagnes. Oui, la mort des campagnes, d'abord parce que moi je suis issue d'un milieu rural, je vous l'ai dit tout de suite, je suis fille d'agriculteur. Et c'est vrai que c'est pas drôle d'avoir que le clocher de son église à regarder. Moi je trouve que l'égalité des chances, c'est pas avoir le numérique, l'accès Internet très haut débit dans certaines grandes métropoles seulement ou dans les grandes villes. Et puis dans d'autres campagnes où on met plus d'1 heure pour ouvrir une page Internet. Ou c'est pareil, on a des zones blanches où on n'a pas de réseau téléphonique. Et ça, pour moi, c'est une injustice sociale criante. Donc vous seriez en faveur d'un État décentralisé ? Décentralisé, mais la décentralisation, elle a déjà lieu parce que la décentralisation, c'est les collectivités territoriales, la région, le département, ensuite les communautés de communes, les communes, après on a les pays de Pontivy. Alors oui, la décentralisation, d'accord, mais non au millefeuille administratif et à la surréglementation et la suradministration. Mais si par exemple on prend l'exemple des écoles, toutes les grandes écoles sont situées dans la région parisienne. Vous aviez pris cet exemple-là. Est-ce que vous voudriez qu'elle soit mieux répartie sur le territoire ? Alors effectivement, il faut répartir sur le territoire aussi, mais en fonction aussi des axes de communication. J'ai moi-même été enseignante, j'ai commencé ma carrière d'enseignante à Paris. Et je me souviens, j'habitais Rennes à l'époque, et je faisais les trajets tous les jours pendant 4 ans. Je faisais quasiment 3 à 4 fois par semaine les trajets Rennes-Paris. Alors effectivement, c'est important d'être sur des grands axes aussi. Je le vois même quand je vais en réunion régulièrement à Paris. C'est plus facile d'aller à Paris, par exemple, presque que d'aller à Nantes, ou que d'aller au milieu de la France. Donc effectivement, il faut décentraliser, organiser et que tout ne se passe pas que dans les grandes métropoles. Comment est-ce que vous voulez attirer les ménages et les entreprises ici en Centre-Bretagne ? Par quels moyens, concrètement ? Alors, c'est simple, c'est d'abord la qualité de vie aussi que vous proposez. Donc, la qualité de vie aujourd'hui, aussi bien les entreprises que les ménages, le numérique, ça c'est la clé du succès, l'aménagement routier, et puis les services qui doivent aussi... la santé, tout ce qui est du domaine de la santé. Services publics, voilà. Donc justement, comment voulez-vous lutter contre la fuite des médecins vers les grandes villes ? Contre les déserts médicaux ? Alors, les déserts médicaux, alors ce que propose d'ailleurs le candidat de François Fillon, c'est de multiplier, de proposer donc des maisons de santé, de regrouper dans les communes des maisons de santé, donc pluridisciplinaires. Ce qu'il propose, mais c'est surtout d'augmenter le numerus clausus. Aujourd'hui, le drame de la France, c'est qu'on se prive de jeunes qui échappent de justesse, par exemple, à un examen, et on va recruter des jeunes médecins dans des pays européens, et qui sont sans doute bien moins qualifiés que nos propres médecins. Donc c'est augmenter le numerus clausus, par exemple. Qu'est-ce que vous proposez aux agriculteurs qui nous écoutent pour qu'ils puissent continuer leur activité et en vivre ? Ça, c'est une question très importante qui revient souvent dans le débat. Qu'est-ce que vous leur proposez aux agriculteurs du Centre-Bretagne ? Alors, la même manière, un programme très abouti avec François Fillon, qui est venu d'ailleurs l'année dernière, en 2015, à Pluméliau, dans un poulailler à Pluméliau. Et donc, c'est assez simple. D'abord, les agriculteurs, ce sont des entrepreneurs. C'est une entreprise comme toutes les autres. Donc une entreprise qui a besoin aussi de moins de charges sociales. Les charges sociales, c'est quand vous courez autour d'un terrain de foot, ce que j'explique à mes élèves en éco. Si vous avez des boulets aux pieds, vous ne pouvez pas courir. Vous courez beaucoup moins vite que votre voisin qui n'en a pas. Donc les charges sociales, c'est ce qui pèse sur la compétitivité des entreprises. Donc, ce qu'a proposé François Fillon, c'est que la première chose qu'il fera, c'est par ordonnance, donc ça veut dire qu'il ne passe pas par le Parlement, par ordonnance,
il redonne en fait de la liberté aux agriculteurs en enlevant toutes les normes qui s'ajoutent déjà aux normes européennes, toutes les normes françaises qui s'ajoutent aux normes européennes. Aujourd'hui, on ne peut plus lever le petit doigt sans avoir 5 administrations sur le dos dès qu'on a une décision à prendre. Et ça concerne aussi bien les agriculteurs que n'importe quelle entreprise et n'importe quelle administration et collectivité. Autre chose sur l'agriculture, bien sûr, c'est aussi ouvrir les marchés à l'international. Le marché russe, par exemple, l'embargo russe, il faut aussi négocier, par exemple, avec Poutine pour qu'on puisse ouvrir ce marché-là qui est un gros marché. Et donc l'agriculture, donc c'est permettre aussi la modernisation de l'agriculture et puis de pouvoir vivre aussi décemment de son salaire, de permettre de son travail. D'accord. Donc une simplification et une ouverture des marchés. De la liberté, voilà. Est-ce que vous avez des questions précises sur le programme de Madame Perrault en Centre-Bretagne ? Hugo, non ? Non, pas spécialement en Centre-Bretagne, mais sur votre programme tout court. En fait, moi, il y a un truc qui me choque un peu à l'Assemblée nationale, c'est qu'en fait, certaines lois passent alors que la majorité des députés ne sont pas présents. Et j'ai par exemple en tête la loi paquet neutre, qui est passée à 56 voix contre 54. Et c'est ça que je trouve un petit peu dommage, c'est que quand il y a des lois importantes, en fait, tout le monde est présent, mais après des plus petites lois... ouais. Ça veut dire que les députés qui ne se rendent pas toutes les semaines à l'Assemblée nationale. Voilà, c'est ça que vous voulez dire. Ouais, après, c'est normal que tout le monde... On ne peut pas être à toutes les séances de l'Assemblée, mais c'est ça qu'il faudrait quand même qu'il y ait un certain nombre de députés qui soient là pour voter une loi. Et c'est ça que je trouve un petit peu dommage. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire là-dessus. Derrière, vous parlez peut-être de l'absentéisme à l'Assemblée nationale. Oui, c'est ça. 577 députés, c'est vrai que pendant 3 jours, les sessions sont ouvertes. Hein. C'est comme quand on a une session, nous, au département, ou même ou un conseil municipal. Alors, des fois, quand on est autour de la table, c'est pas là où les décisions sont prises en amont, dans les commissions, avant la session, en fait, souvent. Mais sur ce cas précis, après, chaque parti a sa représentativité sur des lois. Effectivement, aujourd'hui, la majorité parlementaire, elle est socialiste, hein. Et donc si c'est eux qui impulsent, qui ont ce projet de loi de là. Cette proposition, pardon. Quand ça vient du Parlement, c'est une proposition de loi. Quand ça vient du gouvernement, c'est un projet de loi. Si c'est une proposition ou un projet de loi, effectivement, du gouvernement actuel, ça passe en fait à l'Assemblée nationale. Donc je ne pense pas que ce soit vraiment lié au nombre de députés présents ou pas dans l'hémicycle. Okay. Parce que, attends, je précise quand même que c'est aussi toute la nuit aussi. Hein, donc les sessions, elles ont lieu toute la nuit. Donc vous ne pourrez pas avoir une assemblée avec 577 députés tout le temps. Merci. On va revenir un peu plus sur votre programme. En 2 mots, pourquoi faut-il voter pour vous ? En 2 mots. Si vous aviez un argument, une punchline. Parce que j'ai de l'énergie, j'ai l'envie. Et puis j'aime mon territoire, j'aime les gens qui sont sur ce territoire. Voilà. On a dépassé les 2 mots, mais c'est pas grave. Vous suivez François Fillon depuis très longtemps. Et pourquoi vous avez décidé de soutenir cet homme qui, au départ, n'était pas prédestiné à être candidat ? Au départ, j'étais pas prédestinée à faire de la politique. Hein. J'étais enseignante. Et pourquoi vous avez cru en François Fillon ? Parce qu'il m'a écoutée. Et j'étais comme vous. C'était à Rennes, lors d'une petite réunion, un petit format. Et il m'a écouté. Il a pris du temps. Il m'a invité à venir discuter avec lui. Et je me suis dit, pourquoi moi, j'étais à l'époque candidate sur une liste aux élections municipales à Rennes avec Karim Boudjema, un chirurgien, qui s'était présenté à Rennes. Et donc, il m'a écouté, voilà, tout simplement. Et après, donc, il est revenu plusieurs fois en Morbihan. Et à chaque fois, il m'a apporté beaucoup de considération et d'écoute. C'est vrai que François Fillon est quelqu'un qui prend de la distance. Vous l'avez vu dans l'épreuve. Il a beaucoup de sang-froid, beaucoup de maîtrise. Il n'exprime pas effectivement ses sentiments très facilement. Mais ça l'empêche pas d'avoir
cette envie et cette énergie de réforme. Évidemment, sur ses idées aussi, je les rejoins. Autour de la table, est-ce que vous avez des questions pour Soisig Perrault ? Donc moi, ma question, c'est donc suite à l'affaire Fillon, il y a de nombreux politiques et citoyens qui se sont dit favorables à plus de transparence politique. Et on peut prendre l'exemple de la Grande-Bretagne, où en fait c'est une autorité indépendante qui contrôle et qui rend public via un site les dépenses des députés. Et donc je voulais savoir si c'était possible ou si vous y étiez favorable à ce que ce soit une autorité indépendante qui contrôle et rend public, comme en Grande-Bretagne, les dépenses des parlementaires français. Alors moi, je vais pas vous faire une réponse de Normand, mais effectivement, sur le papier, c'est louable, ça donne bonne conscience de se dire transparence de la vie publique. D'accord. On pourrait demander, je suis fonctionnaire aujourd'hui, on pourrait me demander d'être transparent sur ce que je dépense, où je vais en vacances, ou ce que je regarde à la télévision. Voilà. Je pense qu'on va tomber, pour moi, dans un populisme à l'extrême. Ça veut dire qu'on ne pourra plus... c'est quoi cette liberté ? Et c'est une manière aussi encore de suradministrer et surveiller, en fait. On va se retrouver comme dans Big Brother. Je ne sais pas si 1984, ça vous parle. Si. Mais c'est dangereux. Pour moi, c'est des dérives dangereuses. Après, qu'il y ait de la transparence, qu'on ait un contrôle de l'argent public, ça, c'est évidemment louable. Mais après, d'aller à l'extrême, de ne plus savoir comment entretenir en fait cette bulle médiatique et puis les rumeurs, ça devient trop dangereux pour moi, pour la démocratie. Alors Hugo, une petite question rapidement. Oui, moi je voulais juste savoir ce que vous pensez en fait on voit plusieurs personnalités politiques qui étaient soit de droite, soit de gauche et qui commencent à soutenir d'autres candidats. Là, je pense à Macron parce que j'ai entendu ce matin, je crois c'est un... Jean-Baptiste Lemoyne. Ouais, qui a soutenu Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous pensez des Alors, Jean-Baptiste Lemoyne, je le connais bien parce que c'est un sénateur de Lyon, d'ailleurs avec qui j'ai eu plusieurs fois plaisir à discuter. Moi, j'ai du mal avec tout ça parce que, je vous le dis, les personnes qui, une semaine, soutiennent une année, il a été... pro-Copé, il a été pro-Juppé, il a été pro-Fillon, parce que je l'ai vu début janvier, quand tout allait bien, il était pro-Fillon, et maintenant pro-Macron. Alors qu'on sait très bien en plus que le candidat Macron est le candidat du Parti Socialiste, parce qu'il est soutenu à 95% par les ténors du Parti Socialiste. Le candidat Macron nous parle du renouvellement, mais il est représenté que par des élus qui sont là de longue date et de la politique. D'ailleurs, le premier soutien ici sur le territoire, c'est le député Jean-Pierre Leroc, qui est en politique depuis plus de 20 ou 25 ans. Voilà, et qui est le premier représentant du Parti Socialiste ici. Donc, pour moi, derrière, il y a aussi beaucoup de paraître dans cette candidature. Le candidat Macron, de la même manière, n'a jamais été élu. Il n'a jamais été élu. Donc, pour moi, c'est dangereux de donner un CDI pour 5 ans à un candidat qui n'a aucune expérience. Une période de CDD ou un apprentissage. Vous confériez, voilà. Merci beaucoup Soisig Perrault pour vos réactions et vous pouvez bien sûr réagir au débat que nous allons faire. D'abord, nous allons commencer par présenter les différents candidats. Charlène, est-ce que tu peux nous présenter Jean-Luc Mélenchon ? Eh bien sûr. Donc Jean-Luc Mélenchon, qui est Jean-Luc Mélenchon ? Donc Jean-Luc Mélenchon, né le 19 août 1951 à Tanger, au Maroc, est un homme politique français. Donc ça, c'est ce que dit Wikipédia. Hein. Mais c'est vraiment très chiant de lire ce Quelle belle source, Wikipédia, c'est pas terrible. Évidemment. Et donc Wikipédia, c'est chiant. Donc, on va aller voir qu'est-ce qu'il fait le candidat, parce que lui, il n'est pas chiant. Au contraire. Donc Jean-Luc Mélenchon, il est sur YouTube. Il a 200 000 personnes qui le suivent. Il fait des revues de la semaine qui intéressent beaucoup les jeunes. Il s'est montré avec un hologramme qui a fait beaucoup parler de lui. Et il adore se placer partout, pour que les médias le voient. Mais vraiment partout. Quand je dis partout, c'est que s'il peut, il y va. Il est un petit peu égocentrique. On a l'impression, oui. C'est un phénomène de société. Hein. Il a aussi été repris par des mèmes. Donc les mèmes, c'est des phénomènes repris et déclinés sur Internet en masse. Donc après avoir passé sur Europe 1... et avoir fait une tête avec des yeux écarquillés. Et donc, si on
on en parle plus sérieusement. Donc Jean-Luc Mélenchon, c'est un candidat de gauche, très à gauche. Donc il fait partie de la France insoumise. Et donc il est présidentiel, évidemment. Et donc pour son programme, en quelques points, qu'est-ce que je peux dire ? Il veut l'abrogation de la loi du travail. Il veut mettre plus de place pour l'écologie. Il veut une transition énergétique, donc plus de centrales nucléaires. Il veut la possibilité de pouvoir révoquer les élus. Il veut plus de référendums. Et il veut une hausse du SMIC. Est-ce que ça suffit ? Merci Charlène. Pour Jean-Luc Mélenchon, Louis, tu t'es intéressé à Marine Le Pen. Et oui, Marine Le Pen est la candidate à la présidentielle du Front National. Alors elle propose un patriotisme économique français, et notamment agricole, c'est-à-dire acheter français pour relancer l'économie. Alors c'est une solution comme une autre, chacun son avis. Elle propose aussi une hausse du budget de la défense et des allocations familiales augmentées, sauf pour les étrangers. Elle propose également un référendum sur la sortie de la France de l'Union européenne. En clair, Marine Le Pen propose un programme financièrement irréalisable. Elle séduit pourtant les retraités, les étudiants et toutes les populations précaires grâce à des propositions alléchantes. Elle joue également sur le climat sécuritaire. Elle a même déclaré récemment que la guerre civile n'était pas impossible. Nicolas Dupont-Aignan, Valentine. Alors, Nicolas Dupont-Aignan est né le 7 mars 1961 à Paris. Il est successivement membre du RPR, du RPF et de l'UMP avant de fonder et de présider Debout la France, donc son propre parti. Il est donc plutôt de droite. Il est maire de Hyères depuis 1995 et député donc depuis 1997. Et il s'est présenté aux élections de 2012 et maintenant aux élections de 2017. Alors, pour son programme, il veut expulser tous les étrangers à une peine de prison ferme, condamnés à une peine de prison ferme à leur sortie de détention, améliorer le remboursement des soins, favoriser le bien-être animal et interdire l'abattage sans étourdissement, retrouver la maîtrise de nos frontières, de nos lois et de notre budget. Et il veut que tous les candidats ont obligatoirement un casier vierge. Hugo, quel est ton candidat favori ? C'est Emmanuel Macron. Donc, qui est Emmanuel Macron ? C'est un homme politique, ancien fonctionnaire et ancien banquier d'affaires. Donc, il a été membre du Parti socialiste. Il a été nommé secrétaire général adjoint de la présidence de la République et il est devenu en 2014 ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. En avril 2016, il fonde son propre mouvement En Marche, puis démissionne de ses fonctions de ministre en août 2016. Il annonce sa candidature à l'élection présidentielle de 2017 en novembre dernier. Concernant il se situe sur l'axe gauche-droite, donc Emmanuel Macron se dit ni de gauche ni de droite, mais progressiste. Il dit vouloir dépasser les clivages gauche-droite, estimant que le vrai clivage dans notre pays est entre les progressistes et les conservateurs. Son programme est jugé par les grands observateurs de social-libéral ou social-démocrate. Concernant son programme, donc les grandes lignes de son programme sont l'exonération de la taxe d'habitation pour 80% de celles et ceux qui la payent, l'embauche de 10 000 fonctionnaires de police et de gendarmerie et l'instauration d'un non-cumul des mandats dans le temps. Il a aussi un programme d'investissement de 50 milliards d'euros et de 60 milliards d'économies. Merci Hugo pour ce programme très précis d'Emmanuel Macron. Owen, toi tu t'es intéressé à François Fillon, et donc un portrait qui pourra être complété par Soisy Perrault. Effectivement, alors François Fillon est né le 4 mars 1954 au Mans. Il commence sa carrière politique en 1976 comme assistant parlementaire de Joël Le Teul, à l'époque député de la Sarthe. Il a été membre du Rassemblement pour la République, l'Union pour un mouvement populaire, c'est-à-dire l'UMP, et désormais il est chez les Républicains. Il s'agit du même parti, mais il a souvent changé de nom. Il se situe plutôt vers l'axe politique de droite. Il devient ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en 1993, sous le gouvernement d'Édouard Balladur. Il enchaîna ensuite différents postes en tant que ministre de Télécommunications et de l'Espace, ministre des Affaires sociales, du Travail, de la Solidarité, ministre de l'Éducation nationale, pour ensuite devenir le Premier ministre sous Nicolas Sarkozy. Il s'agit d'ailleurs du deuxième Premier ministre étant resté le plus longtemps à ce poste après Georges Pompidou. François Fillon serait favorable à un recul de l'âge de retraite à 65 ans. Il est pour l'Union européenne. Selon lui, il faut une Europe forte avec des nations fortes. Concernant l'immigration, il désire la réduire au strict minimum en l'organisant par quotas en fonction des besoins économiques et de la capacité à accueillir. Il a souvent été qualifié de libéral conservateur, c'est-à-dire qu'on conserve des traditions tout en allant de l'avant. C'est en tout cas les valeurs que défend François Fillon. Soisy Perrault, quelque chose à rajouter ?
D'abord aussi, il a gagné la primaire de la droite et du centre en novembre avec 66% des suffrages, donc sur 4,38 millions de votants. Donc c'est un score très très important. Donc il a été plébiscité. Ce qu'il promet surtout, c'est un programme de réduction des dépenses publiques, parce que c'était le premier à dire il y a maintenant près de 10 ans, en 2008, qu'il était à la tête d'un pays en état de faillite. Donc réduire de plus de 100 milliards d'euros en 5 ans la dépense publique, c'est possible, c'est ce qui a été fait d'ailleurs en Suède et au Canada. Donc abroger aussi bien sûr les 35 heures pour redonner aussi, baisser les charges sociales. D'accord, baisser les charges sociales, très important, pour redonner du pouvoir d'achat aux salariés. Ça sera par exemple, la réforme de la baisse des charges sociales permettra de redonner 350 € par salarié et par an. Donc par couple, 700 €. Donc c'est très important. Un programme de rigueur et de réforme qui est très important, indispensable. C'est vrai que c'est un discours qui ne plaît pas en général directement, parce qu'effectivement c'est un discours d'effort qu'il nous demande, mais pour redonner toute sa compétitivité à la France, pour que dans 5 ans nous relèvions la tête. Fabien, tu t'es intéressé à la police dans le programme des candidats. Et oui, puisque la police a différents rôles. Le premier étant de maintenir la sécurité et la paix publique. Cela consiste à veiller à l'exécution des lois, à assurer la protection des citoyens, comme interpeller un suspect à son domicile. Le deuxième rôle est le contrôle et la surveillance de l'autorité judiciaire. Il permet de constater ou de rechercher des infractions pénales. De plus, il permet de rassembler les preuves, de trouver d'éventuels complices, puis de déférer le ou les présumés innocents devant un juge. Le troisième rôle de la police est le renseignement et l'information, ce qui permet d'assurer les informations gouvernementales, de déceler et prévenir des potentielles menaces susceptibles de porter atteinte à l'ordre public, les menaces d'attentat par exemple. Donc pour résumer, la police doit traiter des crimes importants comme des affaires de meurtre, mais aussi des petits délits comme ivresse sur la voie publique. Mais elle doit surtout anticiper les éventuelles menaces. Pour en revenir aux candidats à la présidentielle, tous veulent plus d'effectifs dans la police, de 1000 à 40 000 postes supplémentaires, mais aussi de donner plus de moyens de renseignement pour prévenir d'éventuelles menaces qui pourraient être évitées. Les candidats souhaiteraient également fournir plus de moyens matériels aux forces de police, notamment dans la modernisation des armes ou des véhicules. Mais l'une des réformes fortes des différents programmes est l'armement de la police municipale, et aussi de créer une police de proximité plus apte à intervenir en cas d'extrême urgence. Il y a tout de même des différences sur le sujet. À gauche, on privilégie l'humain. Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon et Emmanuel Macron souhaiteraient renforcer les effectifs. À droite, on est plus dans le résultat. François Fillon et Nicolas Dupont-Aignan souhaiteraient renforcer les besoins matériels. Pour Marine Le Pen, il faudrait créer des polices de proximité, notamment dans les zones jugées à risque comme les banlieues. Merci Fabien. Héloïse, quels sont les objectifs de dépenses publiques des candidats ? Alors on va commencer par Nicolas Dupont-Aignan. Alors il n'a pas précisé réellement quelles étaient ses intentions pour faire baisser les dépenses publiques. Oui, parce que baisser la croissance, c'est pas l'objectif des candidats en général. Je me suis trompée. Il veut juste mettre en place une péréquation financière entre les collectivités locales. Pour François Fillon, il souhaite réaliser 110 milliards d'économies sur 5 ans, avec notamment la suppression de 600 000 postes de fonctionnaires dans toutes les fonctions. Et il souhaite effectuer 100 milliards de dépenses publiques. Emmanuel Macron, lui, souhaite réaliser 60 milliards d'économies en 5 ans et souhaite dépenser environ 50 milliards en investissement. Marine Le Pen, elle, comme Emmanuel Macron, souhaite faire des économies de 60 milliards d'euros, ce qui représenterait environ 50% du PIB à moyen terme. Et Benoît Hamon, pour finir, a pour projet de donner le pouvoir aux Français en leur donnant un budget de 5 milliards d'euros pour réaliser un projet en commun. Soisic Perrault, peut-être une réaction ? Juste vous dire qu'en fait, la France est championne du monde en fait, de la dépense publique. 57% du PIB. Donc le PIB, si vous êtes en terminale économique et sociale, c'est le produit intérieur brut. C'est la somme des valeurs ajoutées. La valeur qu'on ajoute au produit. Donc 57% de notre richesse nationale est consommée dans la dépense publique. Donc c'est intenable. Merci Soisic. Anaïs, toi tu t'es intéressée à l'éducation.
Alors, pour Emmanuel Macron, une division par 2 du nombre d'élèves en CP CE1 pour qu'il n'y ait pas plus de 12 élèves par enseignant. Jean-Luc Mélenchon insiste sur la nécessité d'éradiquer l'illettrisme qui touche encore 2,5 millions de personnes en France. Marine Le Pen veut assurer la transmission des connaissances par le renforcement des apprentissages fondamentaux, donc le français, l'histoire, le calcul, et rétablir l'autorité et le respect du maître et instaurer le port d'un uniforme à l'école. Nicolas Dupont-Aignan veut poursuivre l'effort budgétaire en faveur de l'éducation supérieure et atteindre 2% du PIB alloué à l'enseignement supérieur. Benoît Hamon veut apporter le budget consacré au développement et à la diffusion de l'art et de la culture à 1% du PIB, remettre l'enseignement supérieur au cœur de l'ascension sociale. François Fillon veut conforter la place de l'éducation aux arts et à la culture dans les programmes d'enseignement, en articulant mieux enseignement culturel et histoire générale, et en renforçant la place de l'histoire de l'art dans l'enseignement de l'histoire générale. Pourquoi le port de l'uniforme est-il important pour vous ? L'uniforme, c'est pas forcément. Alors l'uniforme, c'est un mot, c'est vrai qu'il fait un peu peur, ça fait penser un peu une tenue unique, ouais, quoi. Voilà. Mais c'est une tenue unique. Je l'explique souvent, et d'ailleurs je l'explique souvent. Ça peut être un jean et un polo, hein, un jean, un polo, une veste, comme en Angleterre. Voilà. Effectivement, c'est justement pas que pour perdre l'identité de chacun, mais c'est aussi une manière de dire que que nos différences, on doit les faire aussi par nos compétences. Et en fait, François Fillon, dans son programme éducatif, il prône aussi l'évaluation par les compétences, plus que mener absolument, et je le dis aussi en tant qu'enseignant, vouloir absolument mener une classe d'âge, 80% d'une classe d'âge au bac. C'est juste pour dire qu'on a le bac. En fait, c'est aussi revaloriser les diplômes, revaloriser aussi cette autorité et ces règles à l'école pour évaluer en compétences. Parce qu'aujourd'hui, justement, et c'est ce qu'il veut faire aussi, supprimer le Conseil supérieur des programmes qui a été créé par la gauche, hein, sous le gouvernement Hollande, parce qu'on est là sous des idéologues. En fait, réussir, c'est pas bien, niveler par le bas. Donc, en fait, il faut ramener l'éducation vers le haut. Oui, on a le droit de réussir et de pouvoir aller vers l'enseignement supérieur de manière réussie. Et de la même manière, l'enseignement professionnel aussi doit être valorisé avec l'apprentissage dès 15 ans. Maëlène, toi, tu vas nous parler de l'agriculture. C'est ça. Donc un sujet qui tient beaucoup à cœur à Soisic Perrault également. Oui, c'est ce que j'ai entendu. L'agriculture, mais pas que. Non, bien sûr. Alors, j'ai pris les idées qui m'ont le plus marqué de chaque candidat. Alors, donc, pour Nicolas Dupont-Aignan, il veut rétablir des prix garantis, donc par exemple comme le lait. Il veut également mettre en place l'étiquette d'origine obligatoire sur tous les produits. Au niveau de l'énergie, il veut mettre des prix plus hauts pour dissuader les personnes de consommer. François Fillon, il veut faire des recherches pour l'agriculture. Il veut également revoir les négociations entre agriculteurs et industriels. Et il pense que le nucléaire est un atout. Marine Le Pen veut moins de mondialisation et consommer plus près, plus français. Emmanuel Macron veut permettre d'accéder à une alimentation de qualité et à des prix accessibles, mais qui garantissent un revenu décent aux agriculteurs. Benoît Hamon veut mettre la priorité aux projets bio et agroécologiques. Et Jean-Luc Mélenchon veut développer donc l'agriculture biologique, favoriser les circuits courts et développer les énergies renouvelables. Merci Maëlène. Antoine, quels candidats sont europhobes, quels candidats sont europhiles ? Quelle est la position des candidats par rapport à l'Europe ? Alors je ne sais pas si on peut vraiment parler d'europhobie ou d'europhilie, mais en tout cas ce qu'on pourrait dire c'est que certains veulent travailler avec l'Europe alors que d'autres veulent plus s'en détacher pour travailler pour eux-mêmes. Donc on ne peut pas vraiment dire qu'ils sont pour ou contre, mais si je devais dire ça, je dirais que Emmanuel Macron, Benoît Hamon et François Fillon sont plutôt pour travailler avec l'Europe et renforcer les partenariats et faire quelque chose de plus travaillé et de plus en commun, alors que Nicolas Dupont-Aignan, Marine Le Pen et Mélenchon, eux, sont plus d'un avis à se séparer plus de l'Europe et faire plutôt bande à part au niveau de l'Europe et même au niveau du monde, par exemple, quitter l'OTAN et ce genre de mesures-là.
Merci Antoine. Valentine, tu t'es intéressée à la justice. Quels candidats veulent réformer le système judiciaire ? Alors déjà pour commencer, donc François Fillon, donc lui, il désire déjudiciariser donc les délits du quotidien, donc saccage de cages d'escalier, dégradation de bâtiments, en les transformant en contraventions. Il voudrait également simplifier le traitement des affaires les moins graves et créer des équipes judiciaires pluridisciplinaires dédiées au traitement de la délinquance des jeunes récidivistes. Donc du côté de Hamon, donc il ne souhaite pas changer le système judiciaire. Pour Marine Le Pen, donc elle voudrait augmenter le nombre de postes de magistrats, rompre la culture du laxisme et supprimer l'école nationale de la magistrature et créer une filière de formation commune aux carrières. Alors pour Emmanuel Macron, il veut que les peines soient directement mises en exécution telles qu'elles ont été prononcées et raccourcir le délai de jugement pour les litiges de moins de 4 000 €. Alors du côté de Mélenchon, il souhaite désengorger les tribunaux et recruter du personnel, augmenter les moyens de la justice et fusionner la Cour de cassation et la fonction juridictionnelle du Conseil d'État. Et pour Nicolas Dupont-Aignan, abaisser la majorité pénale à 16 ans et réformer entièrement la législation des mineurs, créer un statut de victime en danger pour toutes les personnes victimes de violences ou de manière générale d'atteinte à la personne. Il souhaite développer les travaux d'intérêt général comme peine alternative à la prison et simplifier le code pénal et le code de procédure pénale pour le rendre plus compréhensible à tous. Soisic Perrault, une réaction ? Oui, François Fillon veut aussi abaisser la majorité pénale à 16 ans, construction aussi de 9000 places de prison et surtout aussi supprimer, et pour avoir toujours mieux de services publics, supprimer la suradministration notamment dans la police et la gendarmerie qui empêche à nos gendarmes ou à nos policiers de résoudre des affaires beaucoup plus rapidement. Margot, vous êtes intéressée à la santé ? Oui, c'est ça. Donc pour Benoît Hamon, il voudrait que les soins dentaires soient mieux remboursés et qu'il veut rembourser que la pratique d'un sport prescrite par un médecin pour une maladie chronique soit remboursée par la Sécu. Fillon veut mieux rembourser les prothèses dentaires et l'optique et voilà. Supprimer le caractère obligatoire du tiers payant et supprimer l'assurance maladie d'État. Marine Le Pen veut lutter contre les déserts médicaux, réformer le système des complémentaires santé, créer une 5e branche de sécurité sociale consacrée à la dépendance. Macron veut réformer la politique de prévention, opérer un décloisonnement entre l'hôpital et la ville, déverrouiller le financement de l'innovation en matière de santé. Mélenchon veut abolir les dépassements d'honoraires et l'élaboration d'un plan de santé environnementale et la suppression des mutuelles et des autres complémentaires santé. Soisic Perrault, non ? Juste dire que... Parce que c'est vrai qu'on a décrié le programme de santé de François Fillon, qui ne veut pas faire ça ni sur le dos des Français, ni sur le dos des professionnels. C'est aussi une organisation beaucoup plus rationnelle, beaucoup plus optimisée. La suppression de tous les actes inutiles, les excès aussi de l'utilisation de l'hôpital public. On ne va plus ne pas permettre d'aller aux urgences dès qu'on a un petit bobo. Et des prescriptions aussi qui sont mieux respectées. Voilà. Surtout dire qu'on ne touche pas à la qualité, quoi. On ne touche pas à la qualité des soins. On a d'un pays dans lequel on peut soigner, on soigne bien, et surtout il faut préserver ce système de santé parce que sinon demain nous ne pourrons plus nous soigner. Maëlène, les candidats sont-ils en faveur d'une intervention dans le domaine social ? Nicolas Dupont-Aignan, il veut transformer le RSA en revenu minimum d'activité en obligeant chaque bénéficiaire à travailler une journée par semaine pour la collectivité. François Fillon veut mettre en place une allocation sociale unique. Marine Le Pen veut réserver les allocations familiales si au moins un parent est français. Emmanuel Macron veut accompagner ceux qu'ils peuvent vers un retour progressif au monde du travail. Benoît Hamon veut créer un revenu universel d'existence. Et Jean-Luc Mélenchon veut verser une allocation dès le premier enfant et il veut développer un réseau public de maisons de retraite et créer 10 000 places en EHPAD.
Merci Maëlène Soisic. Toujours, ce matin, je lisais un sondage, encore, bon, les sondages, vous me direz, 71% des sondés estimaient que la priorité en matière d'amélioration de notre système de protection sociale réside en fait dans la lutte contre l'assistanat et l'assistance en fait. Aujourd'hui, il faut bien être clair que ce qu'on veut dans le programme avec François Fillon, c'est que les revenus du travail soient supérieurs à ceux de l'assistance. Ça veut dire quoi ? Revoir toutes les règles aussi de l'assurance chômage pour encourager le recours à l'activité. Par exemple aussi sur les étrangers qui arrivent en France, souscrire au pacte républicain, avoir 2 ans de présence en France pour pouvoir bénéficier d'allocations ou de prestations sociales. D'accord ? L'aide médicale d'État, vous en avez parlé tout à l'heure, pour les étrangers, où il y a de nombreux abus, qui sera remplacée par une dispense de soins temporaires, bien sûr pour les maladies graves. On ne laisse personne sur le bord du chemin. Mais en fait, c'est un système global. Et surtout, pour résumer, que les revenus du travail soient supérieurs à ceux de l'assistance. Merci Soisic Perrault. Juste pour terminer, j'aimerais que chacun donne son opinion et nous dise quel candidat il choisirait et pourquoi. Owen d'abord. Moi je pense que je suis pour Fillon parce que chez moi on a toujours été droite, on suit assidûment tout ce qui se passe politique et vraiment c'est Fillon qui me convient le plus. Mais justement Hugo, pour quel candidat ? Honnêtement, j'ai pas encore à voter cette année parce que je suis de fin d'année, mais ça me dérange pas plus que ça parce que quand on voit en fait le choix qui est proposé, honnêtement, je saurais même pas dire pour qui je voudrais voter. Je pense que si j'avais voté cette année, limite, je me déciderais devant les petits papiers. Quelqu'un d'autre veut donner son opinion ? C'est pas le premier qui m'arriverait, parce qu'il y a certains que je sais pour qui je ne voterais pas déjà. Mais pour qui ? Une femme blonde. Ça n'est pas Soisic Perrault, c'est déjà ça. Avec un père, Moi, je crois que je vais plus faire par élimination, en fait. Parce que c'est tellement compliqué, en fait, cette année. Ils nous ont tellement mélangé tout. On ne sait plus qui est de droite, qui est de gauche. Ils présentent tous un truc différent. Enfin, si, il y a toujours quand même un échiquier politique, mais... il y a un brouillage autour de cette élection présidentielle. Qui fait que ça devient de plus en plus compliqué, en fin de compte, de se décider. Et ouais, je sais pas. Et Soisic Perrault ? Qui vous allez soutenir ? Non, là c'est trop facile. Là où je vous invite, c'est surtout, et c'est ce que je dis souvent à mes élèves, ne soyez jamais des moutons, ou science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Lundi soir, il y aura un débat télévisé. D'accord, donc je vous invite à le regarder, c'est très important, en évitant évidemment tous les écueils que vous entendez dans les médias, les critiques sur les uns et les autres, voilà. Même si c'est important, j'en ai bien conscience et ça a eu une image détestable sur la classe politique en général parce que finalement tous les candidats sont touchés par des affaires. Mais écoutez bien le débat lundi soir à la télévision et jeudi soir aussi. Il y aura aussi une intervention dans cette... il nous reste 46 jours je crois avant l'élection... Non, 36 jours avant l'élection présidentielle. Merci pour vos réactions et merci à Soisic Perrault. Nous vous souhaitons bonne chance pour votre campagne. Merci. Avant la deuxième partie de l'émission, on écoute un morceau du Jazzy Show. Imaginez-vous dans un monde où les sentiments sont interdits, où il existe une police des sentiments, des personnes décident de résister. On écoute une reprise de Résistance par Antoine Le Texier, Louane Uzel, Yann Caradak et Paul Le Texier. Secret safe tonight, and we all decide we'll walk and tumbling down. Key your push for hiding place, resist hiding place. We'll walk it tumbling down. It could be wrong, but you shouldn't be right. It could be wrong, must you read the fight. It could be wrong, but you couldn't be right. It could be wrong, this is out of control. It could be wrong, you can hit the lie. It
could be wrong, that's the way to fight. It could be wrong, but it couldn't be right, it could be wrong. Love is always says there to keep us apart, it won't stop breaking us down. Oh yeah, I'm listening, always missing. This is our lost control. We could be wrong, let's see where the fight. Could be wrong, must be where the fight. It could be wrong, but it shouldn't be right. It could be wrong. No, he's always says there to keep us supported. It won't stop breaking us down. Always missing. There's a lot there that we can pretend we were the C'était Résistance, un extrait du Jazzy Show que vous pouvez retrouver en entier
sur la page Facebook du lycée Jeanne d'Arc de Pontivy. Allez, la deuxième partie de Vue de chez nous, c'est de la culture, de la philosophie, des infos et des jeux. On commence avec un cocktail entre sport et infos insolites par Kelvin. Ouais, donc je vais parler de deux sports. Donc le premier, je l'ai découvert, donc c'est le lancer de menhir. Ça commence très mal cette deuxième partie. Hein. Qui se passe donc pas loin d'ici, hein, à Guerlesquin dans le Finistère. Donc il se déroule le premier jeudi du mois d'août et plusieurs tailles de menhirs sont appropriées aux personnes. Donc ça va de 10 kg pour les enfants, 15 kg pour les femmes, 20 kg pour les moins de 20 ans et 25 kg pour les hommes. Après, c'est à voir comment c'est, quoi. Donc deuxième sport, c'est le baby-foot subaquatique. Donc c'est né en Allemagne, à Wiesbaden en 2008. Donc le but du baby-foot subaquatique consiste à faire le plus de matchs de baby-foot de 30 minutes sous l'eau. Le record de ce sport est de 30 heures de baby-foot dans l'eau. Voilà. C'est merci Kelvin. Alors Owen, tu as vu Wolverine, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Alors effectivement, aujourd'hui je vais vous parler d'un coup de cœur ciné. Il s'agit de Logan de James Mangold. Il est sorti le 1er mars en France et il s'agit du dernier volet, enfin 9e et dernier volet de la saga X-Men avec Hugh Jackman qui incarnait Wolverine et Patrick Stewart qui était l'interprète de Charles Xavier. Le film est inspiré du comics Old Man Logan de Mark Millar qui reprend le principe d'un Wolverine vieux et fatigué. Logan est violent, sombre, mais se détache entièrement des films de super-héros traditionnels, comme on en voit très souvent chez Marvel. Il se rapproche plus d'un Dark Knight ou d'un Watchmen. Ça a été une véritable surprise pour moi et le film est émotionnellement puissant et même émouvant tant il se rapproche au plus près de la personnalité de ses personnages. Pour moi, il faut encourager ce genre d'initiative dans le cinéma super-héroïque qui souffre d'une multitude de films sans identité qui ne cherchent qu'à être de bons divertissements, sans réelle ambition scénaristique et artistique. Si je n'ai qu'un conseil à vous donner, c'est d'aller voir Logan. Merci Owen. Est-ce qu'il y a un autre film qui te marque en ce moment ? Non ? Pour le moment, j'attends rien de plus à part Alien. On verra d'autres films avec Maëlène et Hugo tout à l'heure. Une innovation vous a intéressé, Louise ? Laquelle ? Alors en fait, je vais vous parler d'une découverte fondamentale qui a été réalisée par des chercheurs français et qui ouvre une porte à un traitement définitif contre le sida. Ça fait maintenant plus de 30 ans que les scientifiques cherchent un moyen de combattre la maladie du sida. Alors pour rappel, le sida est une maladie sexuellement transmissible qui reste à ce jour l'une des premières causes de mortalité dans le monde. Aucun traitement ne peut pour le moment venir à bout de cette maladie, seulement freiner la progression et limiter les souffrances du patient. Avec la trithérapie. Exactement. Mais les choses pourraient bien changer. Alors en effet, grâce à la découverte réalisée par des chercheurs français, qui a été publiée le mercredi 15 mars dans la revue Nature. Ils ont en effet réussi à trouver un moyen pour identifier facilement les cellules réservoirs. Ce sont donc les cellules qui hébergent le virus du VIH et ce sont ces cellules qui se démultiplient et qui colonisent l'organisme et qui rendent la personne malade. Pour le moment, cette découverte est encore loin de devenir un traitement définitif contre le sida, mais pourrait arriver dans quelques années. Espère en tout cas Monsef Benkiran, chercheur au CNRS de l'Université de Montpellier, qui a mené cette étude. Il faut pourtant rester prudent quant à cette hypothétique arrivée sur le marché d'un traitement définitif contre le sida, puisqu'il faut compter la mise en œuvre d'un traitement, les essais cliniques, les vérifications et surtout les autorisations de mise sur le marché. Donc pour le moment, rien n'est gagné. Donc c'est quand même une source d'espoir. Évidemment, pour beaucoup de patients dans le monde. Maintenant, une petite page de publicité avec Anaïs et Margot qui vont nous faire deviner des slogans. Oui, alors, what did you expect ? Schweppes. Oui, facile. Sur le logo anecdote de Schweppes figure une fontaine sur fond rouge. C'est celle que la marque fit construire en 1851 lors de la première exposition universelle de Londres, durant laquelle Schweppes écoula plus d'1 million de bouteilles en 6 mois en devenant le fournisseur exclusif du Crystal Palace. Margot, un autre slogan ? Le vrai prix des bonnes choses. Président ? Lidl, non ? Oui, c'est Lidl.
Patron Pour développer... On est mal, patron, on est... Donc une anecdote sur Lidl, Margot. Pour développer sa mission de commerce de proximité, Lidl lance les premières cuissons de pain et de viennoiserie en France. Merci. Ça fait du bien là où ça fait mal. Saint-Ol. C'est ça. Donc Soisy Perrault avait la réponse, c'est Saint-Ol. Le Saint-Ol a été suspendu pendant 2 ans car un des composants était mauvais pour la santé. C'est frais et pas seulement. Tic-tac, non? Oui, tic-tac. Tic-tac a été... Oui, une épreuve de publicité au bac. C'est dans le programme de François Fillon, ça, Soisy Perrault? Compétences. On la présentera. Tic-tac a été lancé en 1971 par Michel Ferrero, le fils du créateur de Ferrero. Allez, un dernier slogan, Anaïs. Un facile pour terminer, pirate. Ah, Tipiac. La star de la pub Tipiac, Maria Lambourg, dernière Biogoudaine à porter la coiffe tous les jours, est décédée à l'âge de 103 ans. J'ai une photo avec elle. Ah, merci Héloïse. On a toutes les anecdotes aujourd'hui. Maëlène et Hugo, quelles sont les nouveautés musicales et les nouveautés cinématographiques de ce mois? Alors donc je vais commencer par présenter les singles du moment. Donc il y a Be Mine de Offenbach, Love de Lana Del Rey, elle sortira son album en juin 2017. Il y a également You Don't Know Me de Jax Jones, il y a Rule de Soprano, Call on Me de Starley et So Peaceful de Jane. Et lequel vous écoutez, vous? So Peaceful de Jane. Merci. Donc moi je vais vous parler des sorties ciné de ce mois-ci. Donc on a un premier film, L'embarras du choix, c'est une comédie romantique française avec Alexandra Lamy qui est sortie le 15 mars. Donc Juliette est une femme de 40 ans qui est totalement incapable de se décider sur quoi que ce soit. Elle demande encore à son père et à ses 2 meilleurs amis de tout choisir pour elle. Alors lorsqu'elle rencontre l'amour, le cœur de Juliette balance et pour la première fois, personne ne pourra décider à sa place. Donc deuxième film sorti dans les salles obscures, Patience, c'est une comédie dramatique qui est sortie le 1er mars dernier. Un film de Grand Corps Malade. C'est une comédie dramatique qui raconte l'histoire de Ben, qui lors de son arrivée dans un centre de rééducation, ne peut ni se laver, ni s'habiller, ni marcher, ou encore ni jouer au basket. Et le dernier film, c'est Kong Skull Island, c'est un film d'aventure et d'action sorti le 8 mars dernier au cinéma. Il s'agit d'un groupe d'explorateurs qui s'aventurent au cœur d'une île au Pacifique, aussi belle que dangereuse. Mais ils ne savent pas encore qu'ils viennent de s'aventurer sur un territoire interdit. Merci Hugo. Antoine, nous allons philosopher ensemble. Oui, et pour ce faire, je vais vous faire deviner des citations et essayer de savoir qui a dit quoi. Et pour commencer, je vais commencer assez simple en disant « La raison pure est pratique par elle seule. » Hugo triche, attention. Donc, la raison pure est pratique par elle seule et donne à l'homme une loi universelle que nous nommons la loi morale. Ah, Valentine a la réponse. Dans le micro. Kant. Exactement, c'est Kant. Non, dans le micro, s'il vous plaît. Exactement, c'est Kant qui a dit ça. Et qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Déjà, il faut savoir ce qu'est la morale. La morale, c'est un ensemble de règles généralement établies en société qui nous permettent de savoir une différence entre le bien et le mal. Et ce qu'il veut nous dire par là, c'est qu'il faut baser la façon dont on construit notre morale sur une raison qui est pure et pratique. Et par ce fait, il faut nous poser la question de est-ce que l'on veut qu'une loi que l'on va énoncer comme règle morale soit universelle. C'est-à-dire que, est-ce que l'on veut, par exemple, qu'il soit universellement acquis, que ce soit une loi que tout le monde fasse, de mentir? Si on part du principe que non, dans ce cas, c'est contre la morale. Et c'est ce qu'on appelle l'impératif catégorique. Exactement. Donc, la seconde citation que je vais vous faire deviner, c'est « L'expérience ne nous enseigne pas l'essence des choses ». Sartre? Non. Non. Hugo, une idée? Ah non, pas du tout. Bon bah Antoine, tu vas nous donner la réponse? Je vais vous donner un indice. D'abord, on va voir si ça vous aide. C'est un philosophe qui est juif, mais qui est contre la religion en général, qui a une idée bien précise de ça. Ça dit quelque chose à quelqu'un? Spinoza. Exactement. C'est Spinoza qui nous dit ça. Et qu'est-ce qu'il nous dit par là? Il nous dit que expérimenter, c'est une chose qui est bien, mais il faut d'abord réfléchir à une chose pour pouvoir la comprendre. C'est-à-dire que même si vous expérimentez tous les jours que le soleil se lève et qu'il se couche, il faut essayer de savoir pourquoi est-ce qu'il se lève et il se couche pour essayer de comprendre que ce n'est pas juste une loi comme ça.
Donc que ce soit pour les choses ou que ce soit pour les gens, expérimenter des choses avec les gens c'est bien, mais il faut essayer de comprendre qui ils sont. Merci Antoine. Après la philosophie, nous allons nous défouler avec la chronique sport de Fleur. Oui, alors moi je vais vous parler d'un surfeur australien, donc Tom Carroll, un double champion du monde de surf dans les années 80. Et lui, il a décidé de quitter son pays natal, donc l'Australie, et aller en Norvège. Donc cette fois, il a dû enfiler une combinaison, ce qui lui change de son maillot de bain en Australie. Merci. Un commentaire sur le maillot de bain de Tom Carroll. Valentine, tu vas nous présenter 2 chaînes YouTube qui t'ont marqué. Alors oui, donc la première s'appelle Hugo Décrypte. Donc elle est présentée par un étudiant de Sciences Po à Paris. Donc cette chaîne explique donc de façon très simple des faits d'actualité et de la politique. Et donc la deuxième chaîne, c'est Indécis. Donc elle est vraiment focalisée sur la politique avec des micro-trottoirs et des interviews d'hommes et de femmes politiques. Moi, il y a une page Facebook et une page Twitter que j'ai découverte il y a pas si longtemps qui s'appelle Brut. Je sais pas si vous connaissez autour de la table. Non, si. Donc c'est une chaîne qui fait plusieurs petites vidéos assez sympathiques, assez drôles. C'est un petit peu dans le style du petit journal ou de quotidien aujourd'hui. Elles n'étaient pas là lors de la dernière émission, mais elles reviennent très très fort. Ce sont les infos sérieuses ou presque. Ce sont les infos d'Hugo. Ah bah tu ne verras plus. Mais Monsieur Sarkozy, je trouve c'est un compromis un peu bâtard. Si je voulais faire rire quelques-uns ou en faire grogner d'autres... Réfléchissez 2 minutes, pas excessif. Eh bien oui, ça va mieux. On va commencer. Déjà, Soisic Perrault, vous êtes soutien de François Fillon, c'est ça ? Oui. Donne-moi ton crayon. Donc tout ce qui parle de Fillon, on enlève. J'ai envie de me faire mal voir. C'est dommage, celle-là, elle était drôle. Vous avez droit à la critique, on dit en démocratie. Oui, mais j'ai envie quand même de faire un peu mon lèche-botte. On va commencer. Alors, info politique, un certain candidat, appelons-le François, a annoncé ne pas continuer la présidence de la République après son premier mandat à l'Élysée. Faut peut-être se fixer des objectifs un peu plus crédibles, parce que tout ce qui te tombe dessus, essaye déjà d'en faire un. Ce sera déjà pas mal. Sinon, toujours en politique, Aurélie Filippetti a déclaré de Benoît Hamon qu'il rassemble les femmes et les jeunes, contrairement à Emmanuel Macron. C'est vrai que quand on a le soutien de Gérard Collomb, de Jean Pauluchon, de Bertrand Delanoë et de Robert Hue, ça respire pas la dernière fraîcheur. Faut pas que la campagne dure trop longtemps, on pourrait en retrouver 2-3 à bouffer les pissenlits par la racine. Bon après, Aurélie, je te signale quand même que Hamon a pour soutien Jean-Marc Ayrault, le ministre des Affaires étrangères qui confond Bachar el-Assad et Saddam Hussein. Alors dans le fond, je sais pas trop dans quel camp placer. Info culture, Pharrell Williams a été décoré de la médaille d'officier des arts et des lettres par Madame la ministre de la Culture, Audrey Azoulay, pour son engagement notamment pour le droit des femmes et des Noirs américains. Le droit des femmes, c'est quand même le mec qui a chanté Blurred Line avec Robin Thicke. Alors oui, le rythme est entraînant, mais les paroles méritent d'être traduites quand même, parce qu'à un moment, il est quand même en train de dire « Il a essayé de te domestiquer, mais t'es un animal, chérie, c'est dans ta nature. » Ou encore « Tu es la salope la plus chaude ici. » Ou enfin, dernier extrait. Et rappelons la journée de la femme, le 8 mars. Voilà, et enfin, dernier extrait chanté par Pharrell Williams, qui, je le rappelle, a été médaillé d'officier des arts pour son engagement pour le droit des femmes. Il chante à un moment « Je t'offrirai quelque chose d'assez gros pour t'agrandir ta flore anale, on va dire. » Cette chronique est assez gênante, je trouve. Donc du coup, en gros, en France, on offre la médaille d'officier des arts et des lettres à un mec comme ça. C'est presque aussi drôle que François, qui reçoit le prix de l'homme politique de l'année en plein Penelope Gate. Info football, comment a-t-on pu échapper à ce match combien médiatisé et controversé que je qualifierais de choc de titans qui se déroulait il y a quelques jours. Tout le monde en a parlé tellement l'enjeu était important. Comptant pour la 29e journée de Domino's League 2, le match entre Amiens et Bourg-en-Bresse fut d'une intensité comme rarement on en voit dans le football. Richard Souma à la 9e minute ouvre le score pour les Amiénois. C'était sans compter sur l'égalisation de Julien Beg à la 31e minute. Le sniper du Rhône-Alpes, comme on l'appelle, n'a pas flanché en tirant le penalty. Et il faudra attendre la 65e minute pour voir le but de la victoire signé Harrison Manzala qui permet aux hommes de Christophe Pellissier de s'imposer dans ce match 2-1 pour Amiens. Et il a buté. C'était... j'ai toujours rêvé d'être commentateur de foot. Et sinon, il y a aussi le PSG qui s'est pris une
petite fessée par le FC Barcelone. En fait, le PSG, il a fait son Nicolas Sarkozy. Il se voyait déjà champion, mais il n'aura jamais atteint les demi-finales. C'est fini pour aujourd'hui, C'est Hugo. fini pour aujourd'hui. Et vous n'allez pas me croire, cette émission est déjà finie. Oh, la prochaine est au mois d'avril. Il en reste 2 avant la fin de la saison. La dernière sera très très spéciale, hein. Mais en attendant, vous pouvez nous réécouter sur radiobrest.ch. C'est bien. Tout de suite, vos programmes continuent sur Radio Brodunet. Merci d'avoir écouté Vue 2. Chez nous. Vue 2. Chez nous. C'était Vue de chez nous, une émission animée par Alexandre Urvois et réalisée par Fabien Briand. Vue de chez nous.